Ce balado, c'est votre rendez-vous mensuel à ne pas manquer pour vous tenir informé des dernières nouvelles de l'industrie, en compagnie de vos animateurs Charlotte Cousineau et Guillaume Houle. Bienvenue à Actualité Construction. Bonjour Guillaume. Bonjour Charlotte. Contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Actualité Construction. Absolument. Toujours un plaisir de discuter d'actualité et de construction avec toi. Oui, et aujourd'hui, on a avec nous Joseph Faye, directeur développement et innovation à la Sécu. Oui, bonjour Charlotte, bonjour Guillaume. Bonjour Joseph. Bienvenue sur le balado, première expérience avec nous. Merci. On va discuter innovation avec Joseph, mais d'abord, passons au vif du sujet. Oui, aujourd'hui, sujet d'actualité. On est à quelques jours de la Journée internationale des droits des femmes. Fait que aujourd'hui, nos nouvelles éclairs vont beaucoup porter sur cette journée-là, sur cette initiative-là qui est très importante encore en 2024. On le sait, les femmes, autant au niveau des droits, autant au niveau, bien, c'est sûr que nous, on va parler plus de ce qui se passe dans le domaine de la construction. Il y a encore beaucoup de chemin et de travail à faire. Absolument, puis j'ai hâte d'en discuter plus en profondeur. Oui, fait que en premier, je voulais faire avec vous un état des lieux. On le sait, là, je surprends personne, il y a peu de femmes comparé au nombre d'hommes sur les chantiers de construction. Mm-hmm. Absolument, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Exactement. Fait que, il y a quand même des belles avancées qui ont été faites dans les dernières années. Si on regarde les chiffres, j'ai les chiffres de 2022 qui sont les chiffres les plus récents. Il y a 7200 femmes sur les chantiers. Si on compare à, que ce soit, disons, 5 ans avant, il y en avait à peu près 3000. Fait qu'on a réussi à plus que doubler le nombre de femmes présentes sur les chantiers en seulement 5 ans. Puis si on regarde 2021-2022, qui sont les dernières années avec des chiffres recensés, c'est les années où on est allé chercher le plus gros gain, le plus grand apport. Fait que ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. On sait que l'industrie, tout le monde travaille un peu dans ce sens-là, amener plus de femmes sur les chantiers, faire rester plus de femmes, faire changer un peu les mentalités de ce côté-là. Fait qu'on voit que comme il y a de plus en plus de femmes, ça augmente, on s'en va du bon côté, on va dans... Le chemin est dans le bon sens, mais cependant, il y a, quand on regarde, en gros, ça représente que un peu plus de 3% de la main-d'œuvre. Fait qu'on avance, mais on pourrait peut-être aller plus vite. Du travail à faire. Oui, c'est ça, exactement. C'est là que je voulais en venir. Il y a beaucoup de travail à faire encore. C'est trop peu. C'est trop peu, oui. 3%, quand on se compare avec les autres provinces canadiennes, par exemple, où on va retrouver du 7, du 8%, des fois du 9% dans certaines provinces. Mais même quand on regarde les autres provinces, on se dit, coudonc, qu'est-ce qui se passe avec le secteur de la construction? On a 7-9% de femmes dans l'industrie. C'est très peu. On a encore une vision très fermée du milieu de la construction. C'est un milieu d'hommes, c'est un milieu qui nécessite une force physique. Et alors que la présence des femmes, tu l'as dit, est de plus en plus présente. En fait, les femmes sont de plus en plus présentes sur les chantiers en termes de nombre, mais en termes de pourcentage, parce que ça... tout ça est relatif à une augmentation en même temps du nombre de travailleurs dans l'industrie de la construction. Oui. On demeure sensiblement autour de 3%, 4%. On est dans ces eaux-là. Comment on fait pour aller plus loin? Quelle est la situation sur les chantiers? Qu'est-ce qui se véhicule dans l'espace public? Quels sont les préjugés envers le milieu de la construction? Comment les femmes vivent leur présence sur les chantiers de construction? Il y a un beau reportage qui a été télédiffusé à Radio-Canada, au Téléjournal, le mois dernier, qui se nommait « Femmes dans la construction, se tailler une place dans un milieu d'hommes ». C'était au Téléjournal, donc comme je disais, il y avait des femmes qui parlaient de leur présence sur les chantiers. Elles disaient qu'elles adoraient leur métier, mais qu'elles vivaient encore des situations qui étaient très difficiles. On parle de harcèlement, on parle de commentaires déplacés, on parle de conciliation travail-famille aussi, des fois qui peut être plus complexe dans un milieu qui est hyper réglementé comme celui de la construction, avec un cadre très rigide. À un point tel où on fait encore face à une situation très genrée entre le départ des femmes et le départ des hommes du secteur de la construction dans le premier 5 ans. Chez les hommes, on tourne autour de 35%, donc de ceux qui intègrent le milieu de la construction qui quittent dans le premier 5 ans, alors que chez les femmes, on est à 50%.
55 %. Donc, il y a vraiment une différence marquée. Et l'expérience du métier peut être plus difficile. C'est ce qu'on apprend dans le reportage. Des femmes qui ont vécu des situations, comme je le disais, d'harcèlement, des femmes qui dénoncent les comportements des hommes sur les chantiers. Et heureusement, on a appris, puis on en a parlé dans notre dernier balado aussi, le projet de loi 42, qui vient encadrer le harcèlement en milieu de travail, donner des consignes claires et aux employeurs et aux travailleurs de comment gérer le harcèlement en milieu de travail. Les employeurs, puis là, je parle à notre monde aussi, on a un gros travail à faire pour s'assurer que les gens qui sont victimes de harcèlement en milieu de travail soient bien encadrés, soient pris au sérieux et qu'on change la culture dans nos milieux de travail, qu'on change la culture sur les chantiers, qu'on n'accepte plus les commentaires, que les patrons soient les premiers à dire aux travailleurs qui ont des commentaires déplacés. C'est plus tolérable, ces commentaires sexistes, ces commentaires misogynes, ça ne se tolère plus sur nos chantiers. Donc, il y a beaucoup de travail à faire dans notre industrie. Un bon topo à aller regarder. Ceci dit, c'est tout le monde. C'est tout le monde qui doit être visé. Les employés doivent se regarder, la façon dont on se traite entre nous, dont on collabore. Des fois, c'est pas trop de la collaboration. Des fois, c'est limite avec du harcèlement, mais les employeurs aussi doivent offrir un milieu de travail sécuritaire, exempt de tout harcèlement. Et ça, c'est une tolérance zéro, c'est une politique de la CNESST. C'est un travail d'équipe, et c'est un travail d'équipe qui va profiter à tous les intervenants du chantier. Absolument. Absolument. C'est un gain en productivité aussi pour les entrepreneurs à partir du moment où on n'a pas besoin de gérer des cas à la pièce comme ceux-là qui peuvent survenir. Puis des fois, ça peut rebuter aussi certains employeurs de dire « Ah, mais je vais peut-être y penser 2 fois avant d'embaucher une femme, d'embaucher quelqu'un issu de la diversité parce que je ne suis pas sûr d'être outillé pour faire face à ces situations-là. » Puis c'est pour ça que des associations comme la nôtre, la CQ, existent pour offrir ces services-là aux employeurs, mais c'est toute une industrie qui doit se prendre en main. Les syndicats aussi doivent se prendre en main. Est-ce que quelqu'un qui veut déposer une plainte ou un grief, qui va voir son syndicat, se sent à l'aise d'aller voir son syndicat pour poser ces gestes-là? Est-ce qu'il se sent à l'aise d'aller voir son employeur également, cette personne-là? Est-ce qu'elle se sent à l'aise? Puis la première réponse qu'on a, c'est non. On n'est pas à l'aise d'aller dénoncer, on n'est pas à l'aise, on a peur de perdre notre emploi, on a peur d'être victime de discrimination par la suite. Donc, on doit offrir les conditions saines sur les chantiers, dans nos milieux de travail, pour s'assurer que les gens puissent dénoncer de façon anonyme et qu'on change et qu'on participe à cette culture de changement-là. Et c'est pour ça aussi qu'on veut, à la Sécu, qu'il y ait des formations obligatoires sur qu'est-ce que le harcèlement. Autant pour les employeurs que pour les employés. C'est quoi du harcèlement? Et où la limite entre une blague de mauvais goût puis du harcèlement? Puis déjà, la blague de mauvais goût, on peut déjà se dire que c'est chose du passé. Bref, on a besoin de se regrouper tout le monde et d'être des acteurs du changement pour la suite, pour ce qui s'en vient, parce qu'on a besoin de nos employés puis qu'on doit les traiter différemment. On est en 2024. Changeons nos façons de faire, élaborons des stratégies, arrivons en 2024. Exact. Voilà. Exact. Puis, un des acteurs qui doit aider, justement, c'est le gouvernement. Veut pas, par différentes mesures, ils ont quand même un poids assez important. Puis, ça m'amène à un article qui a paru dans le journal Le Devoir, justement, qui met en lumière les différents changements apportés par le PL 51, justement au niveau de la diversité, par rapport aux femmes. Ça vient mettre en lumière, dans le fond, que les changements qui ont été apportés par le PL 51, il n'y a rien, en fait, de nouveau du côté des femmes. Oui, projet de loi sur la modernisation de l'industrie de la construction, je veux juste mentionner, c'est le PL 51. Donc, effectivement, il n'y a pas vraiment d'éléments qui concernent les femmes, mis à part le fait qu'on inclut maintenant... La diversité, dans le fond, on reporte tout ce qui était pour les femmes, on l'applique maintenant aussi pour les membres de la diversité. Mais on n'ajoute rien de nouveau pour les femmes, puis on n'ajoute rien non plus pour maintenir ces gens-là sur les chantiers. Comme tu viens de parler, Guillaume, tout ce qui est la question du harcèlement, il n'y a rien un peu qui est fait à ce niveau-là quand on sait très bien que c'est un peu là qu'il faudrait que le travail soit fait. Puis on ne fait pas non plus de distinction entre la diversité, les femmes, les enjeux sont possiblement pas les mêmes, mais là, on met tout le monde dans le même bateau, les mêmes mesures pour tous. On ne vient pas vraiment analyser pour ce groupe-là, c'est ces mesures-là qui seraient les plus appropriées pour
les femmes, c'en est d'autres. On y Bref, va... on se questionne. On se questionne, est-ce que ce qui est dans le projet de loi 51, c'est la bonne chose? Est-ce qu'il ne devrait pas avoir d'autres mesures? Mais c'est difficile à ce stade-ci de dire, est-ce que le projet de loi 51 doit être l'outil pour répondre à ces questions-là. Est-ce que les femmes doivent être incluses dans la diversité? Est-ce que les Autochtones doivent être inclus dans la diversité? La question se pose, puis on serait bien maladroit de dire qu'on a la réponse à ce stade-ci, mais est-ce qu'il n'y aurait pas des règlements? Est-ce qu'il n'y aurait pas des pistes de solutions qui pourraient émaner d'entités comme la Commission de la construction du Québec? Assurément qu'il y a des pistes de solutions. On doit améliorer la présence de la diversité. On doit améliorer la présence des femmes. On vient d'en parler. Oui. Bref, il y a beaucoup de travail à faire dans ces dossiers-là et le PL 51 pourrait répondre en quelque sorte à ça, mais est-ce que c'est le bon outil? La question se pose. Oui, exactement. Il y a une analyse à pousser peut-être plus loin pour répondre à ça. Chose certaine, il y a beaucoup de travail à faire. Ça, oui. Beaucoup de travail, puis on sait qu'il y a beaucoup de travail du côté des femmes, on vient d'en parler, mais il y a aussi beaucoup de travail au niveau du virage numérique en construction. On en est où avec ça? On en entend parler un peu ici et là, mais concrètement, là, Absolument. qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la situation de ce côté-là? Oui, en fait, je commencerai par dire qu'il y a du travail à faire. Donc, il y a du travail à faire. Il y a plusieurs entreprises, par contre, qui emboîtent le pas. Donc, il y a quand même du positif de ce côté-là. Mais par contre, il faut soutenir l'accélération de la transformation numérique des entreprises. D'ailleurs, c'est ce que l'on mentionne dans une lettre ouverte signée il y a 2 semaines avec plusieurs organisations où on fait état, en fait, des défis énormes à relever, que ce soit en matière de pénurie de logement, par exemple, où on n'a qu'à regarder à la vétusté de nos infrastructures, que ce soit des écoles, des hôpitaux, etc. Ça grandit année après année. Puis là, il y a un budget qui va sortir la semaine prochaine et il devrait avoir grandi encore. Absolument. Les défis sont énormes. Et c'est salutaire quand même de voir que le gouvernement met sur la table des investissements à la hauteur de ces défis. On parle du plan québécois des infrastructures qui se chiffre quand même à 150 milliards de dollars d'ici 2033. Mais la question fondamentale, c'est de savoir si on a la capacité donc, pour réaliser tous ces projets. Et quand tu y penses, la problématique, ce n'est pas tant le nombre d'heures qu'on travaille sur des chantiers de construction, mais plutôt ce qu'on arrive à produire par heure travaillée. Donc, c'est une question de productivité avant tout. Et ce que je peux dire, en fait, c'est la révolution numérique est en marche dans l'industrie, encore peut-être un petit peu timide, donc il va falloir vraiment la soutenir pour l'accélérer, en fait. Là. Voilà. Donc, ça fait 10 ans qu'on investit dans la transformation numérique. Là, je dis à peu près 10 ans que le gouvernement a investi dans la transformation numérique spécifiquement pour le secteur de la construction. On sent qu'il y a une volonté de la part du gouvernement, mais est-ce qu'on en fait assez? Est-ce qu'il y a assez d'enveloppes disponibles? Est-ce que les petites entreprises, là on le sait, 80% des entreprises au Québec qui ont 5 employés moins, c'est des petites entreprises. Est-ce que ces entreprises-là emboîtent le pas? Ou c'est tellement niché qu'il y a juste le 1% Absolument. Des entreprises qui ont 500 employés et plus qui participent à ce virage numérique-là? Tout à fait. Et ça me fait penser à un sondage que la Sécu a mené il y a 2 ans de cela. On voulait vraiment comprendre les enjeux en matière d'adoption des technologies et du numérique. Ouais. Et on a eu des révélations. Donc, des révélations, d'abord, le degré d'intérêt. Donc, il y a un fort degré d'intérêt des entreprises à tester, donc à mettre en place donc des technologies, ce qui est quand même très, très bon lorsqu'on sait que l'utilité perçue est un facteur déterminant pour le passage à l'action. Mais le sondage a également révélé en fait des sous-investissements chroniques en matière d'innovation et de technologie. Donc, pour vous donner une idée, 7 entreprises sur 10 ayant répondu à ce sondage disent investir moins de 0,5% de leur chiffre d'affaires pour l'intégration et technologie. Donc, clairement, les aspects financiers sont un bloquant donc, à l'adoption du numérique.
Et l'autre élément que l'étude a permis de souligner, c'est la corrélation qui existe entre le chiffre d'affaires des entreprises et l'intensité de l'usage des technologies en tant que telles. Et pour revenir, Guillaume, à ton commentaire, lorsqu'on sait que 80% des employés ont 5 salariés et moins, bon an, mal an, on parle ici de 20 000 entreprises. Le travail est énorme, il faut les aider, donc d'un point de vue financier, il faut les accompagner et c'est vraiment de ça qu'on s'attend au gouvernement du Québec, donc en l'occurrence l'offensive de transformation numérique, donc de financer des projets structurants afin de pouvoir aider les entreprises à emboîter le pas. Là, tu parles de projets structurants, mais as-tu des exemples de projets qui pourraient aider les petites entreprises? Absolument. Je pense que, par exemple, l'Initiative québécoise pour la construction 4.0 est un exemple très parlant, je pense. Donc, l'IQC 4.0, donc, qu'on l'appelle dans le jargon, nous l'avons soutenu, l'ACQ. Et c'est quoi? Mettons rapidement. Rapidement, dans le fond, ça consiste à faire des diagnostics numériques parce qu'il faut vraiment se mesurer en partant. Donc, moi, je suis de ceux qui pensent qu'on ne peut pas améliorer ce que l'on ne peut pas mesurer. Donc, le diagnostic permet à l'entreprise de savoir son niveau de maturité numérique, mais ça va encore plus loin. Donc, ça amène l'entreprise à élaborer, en fait, un plan de déploiement numérique. Donc, le virage technologique, c'est un peu comme construire une maison. Ça ne s'improvise pas, ça prend de la conception, ça prend des plans. Donc, en ayant un plan sur main, en ayant un plan en main, ça fait en sorte que l'entreprise au moins identifie et priorise des projets porteurs pour déployer, en fait, sa transformation numérique de façon cohérente, ça marche à suivre un peu avec ces étapes pour arriver à un plan qui fonctionne bien. Exactement. Mais ça prend du temps à ces entreprises-là pour réaliser. Et tu viens de le mentionner, on est dans une crise du logement sans précédent, 150 milliards d'investissements. Il y a énormément de travail. Où les entrepreneurs prennent le temps de faire ces diagnostics-là, où ils prennent l'argent, parce que visiblement, tu l'as mentionné aussi, ils investissent peu. C'est ça. Moi, je répondrais cela, Guillaume, en disant que toute transformation nécessite une prise de recul. Hein. Donc, c'est un temps, oui, mis dans la réflexion dans des façons d'intégrer la technologie comme partie prenante d'une stratégie plus globale, mais c'est nécessaire. Donc, c'est plus un investissement. Et si je regarde avec l'UQC, l'UQC a quand même accompagné 660 entreprises qui ont réalisé à peu près 775 projets porteurs. C'est super intéressant. Donc, moi, je pense que c'est le genre d'initiative qu'il faut multiplier au sein de l'industrie pour aller chercher vraiment la masse des entrepreneurs. Et quels sont les gains en productivité que pourrait réaliser une entreprise qui suit ce diagnostic-là? Est-ce qu'on l'a calculé? Est-ce qu'on a une idée? C'est drôle que vous posiez la question parce que le ministre Fitzgibbon, effectivement, réfléchissait un peu à l'impact de l'offensive de transformation numérique. Il manque encore certains indicateurs parce que, je veux dire, l'impact des innovations, ça peut se mesurer en termes de gains de productivité, ça peut se mesurer en termes de réduction, par exemple, des reprises en chantier, ça peut se mesurer de différentes façons. Mais encore faut-il s'asseoir, bien définir ces indicateurs afin de pouvoir suivre, en fait, la progression ou l'impact plutôt de l'intégration des technologies numériques. Donc, on a peut-être du travail à faire au niveau de cette mesure d'impact. Mais je peux vous dire, puis probablement que tu peux en témoigner également, Joseph, parce que tu côtoies les membres de la Sécu également. Mais il y a quelques membres qui m'ont mentionné, puis des plus gros joueurs de l'industrie, là, plus que des petits qui m'ont mentionné, mais si les petits ne suivent pas, à un moment donné, c'est la majorité, les petits. Effectivement. C'est la loi de la jungle. Et voyez-le comme une chaîne. Hein. La chaîne n'est pas plus robuste que la résistance de son maillon le plus faible. Donc, si on s'organise pour que toutes les entreprises, quelle que soit la taille, soient à niveau en termes d'usage du numérique, c'est vraiment toute la performance globale des projets qui en bénéficient et même de l'économie, si je peux me permettre. L'autre élément peut-être aussi à préciser, c'est le BIM, le Building Information Modeling. On en parle souvent et dernièrement, d'ailleurs, il y a eu un sommet sur le BIM. Très, très intéressant. Il y a de belles avancées à ce niveau. Vous savez, il y a des pays, on regarde aussi ce qui se passe dans le monde, que ce soit la France, la Grande-Bretagne, c'est des pays qui ont
implanter des stratégies nationales pour l'intégration du numérique en construction et les retombées sont documentées là. Donc, on est très content aujourd'hui de savoir que le gouvernement du Québec a une stratégie numérique donc pour le déploiement du BIM à grande échelle. C'est très, très intéressant et ce travail se fait vraiment de façon, comment je peux dire, main dans la main avec des acteurs de l'industrie. La Sécu siège sur le comité consultatif pour le déploiement de la feuille de route sur le BIM et on se rend compte qu'il y a vraiment un mouvement. C'est comme ça que je peux l'appeler, un mouvement avec toutes les parties prenantes de l'écosystème construction, les professionnels, architectes, ingénieurs, les entrepreneurs, les grands donneurs d'ouvrages. C'est vraiment beau à voir et ça donne vraiment beaucoup de perspectives pour l'avenir. Là. Mais ça reste quand même un défi au cours des prochaines années de motiver l'ensemble des entreprises de construction, petites, moyennes, peut-être quelques grandes qui n'ont pas emboîté le pas encore, mais c'est surtout dans les PME où on a de la difficulté à emboîter le pas, parce que si on veut avoir accès au marché public, il y a cette question-là qui vient en ligne de compte. Le BIM, Building Intelligence Modeling, pour les entrepreneurs qui n'ont pas encore accès à cette technologie-là, trouver une façon d'y accéder, c'est très important parce que les donneurs d'ouvrages publics s'en vont là. Si vous allez soumissionner sur des projets, vous n'avez pas BIM, ça se peut qu'on vous l'exige et ça se peut même que si vous ne l'avez pas et que l'ensemble des autres entrepreneurs, si vous êtes un sous-traitant par exemple, que l'ensemble des autres entrepreneurs l'ont, vous vous fassiez regarder un petit peu de travers là, parce qu'il y a, comme tu dis, il y a un mouvement là, qui est en train de s'organiser. Absolument. Mais la bonne nouvelle, c'est que la feuille de route précise les intentions des grands donneurs d'ouvrages. Voilà. Il y en a 6 actuellement. La SQI, Hydro-Québec, la Ville de Montréal, la Ville de Québec, la Société d'habitation du Québec, le ministère du Transport également. On est capable de voir dans les prochaines années, 3, 4, 5 ans, quels sont le seuil de valeur de projet auquel le BIM sera une exigence. Là. Donc, ça fait en sorte que l'industrie a le temps de voir venir ce virage des grands donneurs d'ouvrages et de s'organiser en conséquence pour continuer à profiter des opportunités d'affaires qu'offre le marché public en tant que tel. Mais tantôt, tu parlais, il faut mettre un pas en arrière quand on est un entrepreneur pour voir la situation venir. Puis c'est un peu le message qu'on lance ici aujourd'hui aux entrepreneurs. C'est peut-être le temps là, de penser à mettre le pas en arrière, de regarder ce qui s'en vient dans le futur pour pas être pris au dépourvu, pour pas se retourner puis se dire hey, comment ça se fait que moi, j'ai pas emboîté le pas puis que je peux pas soumissionner puis que les conditions de soumission sont plus exigeantes qu'ils ne l'étaient, notamment en matière d'utilisation de technologie. Absolument. Et les études, je pense, sont très, très claires là-dessus. Une entreprise qui mise sur l'innovation a 2 fois plus de chances d'accroître, en fait, sa performance, donc sa productivité de façon significative. Et ils sont même, j'ai lu une étude, on parle quand même de 95% de réduction donc des reprises en chantier du fait de l'accessibilité de la donnée. Donc, je pense que c'est gagnant pour une entreprise d'aller vers cette direction-là. Absolument. On parle beaucoup d'utilisation de technologies informatiques. Là. BIM en est une. Il y a d'autres... Quand on fait des diagnostics numériques, souvent, on prend aussi en considération le volet administratif de la gestion d'une entreprise. Mais on n'a pas parlé de l'accès aux outils, les nouveaux outils technologiques. Où est-ce qu'on en est au Québec avec les outils? Là, je parle des robots. On a vu quelques robots dans différents reportages à la télévision, par exemple. Où est-ce qu'on en est par rapport à la robotique, l'intelligence artificielle dans l'industrie de la construction? Je pense qu'il y a une timide percée qui se fait, lentement mais sûrement. Hein. Donc, pour certains projets, on a vu effectivement l'usage de la robotisation, ce qui est quand même intéressant. Si on fait le parallèle avec des domaines comme le manufacturier, ils ont, par le fait même de leur procédé de fabrication, ils ont emboîté le pas peut-être avant nous, mais de notre côté, en matière de surveillance de chantier, regarde l'usage des drones. Aujourd'hui, il y a des fonctions d'opérateurs de drones dans des entreprises de construction. Donc, il y a quand même un virage qui se fait de ce côté-là. On voit également l'impression à 3 dimensions, donc l'impression 3D. Il y a des ponts qui se construisent un peu partout dans le monde. Effectivement. 3D, là. Voilà, donc il y a quand même beaucoup d'avancées de ce côté-là. Des fois,
des technologies comme le balayage laser, par exemple, donc aussi se démocratise. On est capable de faire des nuages de points et de monter des maquettes à partir de l'existant. Donc, il y a quand même beaucoup de choses comme ça qui se passent en termes d'usage d'outils technologiques. Mais encore une fois, je vais revenir là-dessus. Un des freins demeure quand même l'aspect financier. Et c'est pour ça qu'on exhorte vraiment les autorités de mettre en place des programmes pour appuyer nos entreprises à emboîter le pas. Là. Et démocratiser l'accès à ces outils-là aussi. Absolument. Parce qu'il y a une question de hiérarchie. Il va y avoir un débalancement. Là. Toutes les grandes entreprises vont avoir accès à toutes ces innovations incroyables que tu mentionnes depuis tantôt. Exact. Puis il y en a d'autres qui auront accès à rien de tout ça. Là, eux, ils vont prendre du retard. Ça ne marche pas du tout. Là, on va avoir un décalage énorme. Bref, Absolument. le thème de notre journée aura été, de notre balado aura été, il reste du travail à faire. Il reste du travail à faire pour les femmes, pour la diversité. Il reste du travail à faire pour l'innovation. Mm-hmm. On sent que l'industrie de la construction est en changement. Oui. On est comme à la croisée des chemins. On dirait à Absolument. plein de niveaux. Là. J'ai l'impression que l'industrie entre hier, maintenant, puis demain, il y a quelque chose qui va se passer. Là. Mais c'est un beau moment pour travailler à la Sécu. C'est ça que je me dis. Ça bouge, c'est le fun. Absolument. Et moi, ça fait 15 ans que je travaille dans l'industrie. Je peux vous le dire, avant, on parlait de retard technologique. Aujourd'hui, je ne parle plus de retard technologique. Je parle de virage, donc de transition vers le numérique, parce que je le vois vraiment, le progrès est sans équivoque là. Mais, Joseph, merci. Ça a été un charme de t'avoir avec nous dans l'émission. C'est mon plaisir. Merci beaucoup. Puis Guillaume, on se dit à dans un prochain épisode. Au plaisir. Actualité Construction est une production de l'Association de la construction du Québec, le plus grand regroupement d'employeurs des secteurs institutionnels, commercial, industriel et résidentiel. Pour savoir comment nous soutenons les entrepreneurs du Québec avec nos formations, nos outils et notre accompagnement diversifié, ou pour écouter nos prochains balados, rendez-vous sur notre site acq.org.